Bonsoir, nous sommes le lundi 22 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. La fin de l'Aupivois, avec une dette d'environ 1 milliard d'euros, la structure interdépartementale doit être rattachée à une collectivité locale. Problème, la région Île-de-France ne souhaite pas reprendre à sa charge le bailleur social. L'ubérisation, une pratique qui bouleverse l'économie traditionnelle. Syndicats et professionnels se sont réunis jeudi dernier à l'Assemblée nationale à l'initiative de Jean-Frédéric Poisson, président du Parti démocrate chrétien, pour en débattre. Retour sur le sujet. Et enfin, le centre de Météo France Yvelines Valdoise, situé dans la zone d'activité de Trappes-Elancourt, fête cette année ses 120 ans. Retour sur son histoire. Et avant de développer ces titres, on prend tout de suite la direction de Plaisir. Vendredi vers 7h du matin, une rupture de canalisation dans le quartier de la Boissière, à proximité de l'école Alain Fournier, a entraîné une inondation partielle du secteur. L'incident a entraîné des dégâts mineurs chez les habitants, mais plusieurs mètres cubes d'eau se sont également déversés sur le stade des Peupliers. Le terrain synthétique rénové en 2012 devront sans doute être remplacés. Cette inondation a privé d'eau le quartier et les communes voisines de Naufle-Château, Saint-Germain-de-la-Grange et Jouarre-Pontchartrain pendant toute la journée du vendredi. Nous reviendrons sur le sujet demain dans notre édition du journal de mardi avec une réaction de la maire Joséphine Colsman-Berger. Et l'Aupivois peut être dissous avant la fin de l'année. Avec une dette d'environ 1 milliard d'euros, la structure interdépartementale est aujourd'hui impactée par la loi Allure qui lui impose d'être rattachée à une collectivité locale. La semaine dernière, la région Île-de-France a annoncé officiellement sa volonté de ne pas reprendre le bailleur social. Un avenir donc plus qu'incertain pour une structure qui officie sur 8 départements avec 50 000 logements. Les explications avec William L. et Patrick Jacques de Dixmude. L'Aupivois, bientôt en passe de disparaître. Le second plus gros bailleur social de France est aujourd'hui victime de la loi Allure, l'obligeant à être rattaché à une collectivité locale unique au 31 décembre 2016. Problème, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé le 18 février dernier qu'elle ne reprendrait pas la structure à sa charge. Le rôle de la région, c'est d'impulser une politique, d'aider, par exemple, les franciliens qui le souhaitent et qui le peuvent à devenir propriétaires, d'impulser une véritable politique du logement en cofinançant du parc locatif social. L'ambition de la région n'est pas de constituer un patrimoine immobilier. Autre argument avancé par la région, la dette de l'Aupivois s'élevant à 1 milliard d'euros, avec 50 000 logements étalés sur 8 départements et pas moins de 17 500 logements dans les Yvelines. L'avenir incertain du bailleur social inquiète les locataires. Pourquoi pas se doter d'un outil de 80 000 locataires? Je ne comprends pas. D'un côté, on favorise les regroupements intercommunaux, on favorise les grosses structures, les hyperstructures, et une hyperstructure comme pouvait l'être l'Aupivois, on la casse. Le président de l'Aupivois, Pierre Bédier, n'ayant pas souhaité s'exprimer sur le sujet, a annoncé lors de ses vœux que la masse salariale ne serait pas réduite. En septembre dernier, Pierre Bédier, également président du conseil départemental des Yvelines, avait envisagé la création d'un office interdépartemental avec l'Essonne pour reprendre les HLM. Le 8 mars prochain, l'avenir du bailleur devrait être tranché en conseil d'administration. Et des travaux de grande ampleur à la gare de Trappes. Ce week-end, pendant 42 heures en continu, les agents SNCF sont intervenus sur 2 voies de la ligne L afin de renouveler 2 aiguillages et plus de 100 mètres de rails. Cela sans que le trafic ne s'interrompe sur les 2 autres couloirs de circulation de la gare. Au total, c'est 30 agents qui ont été mobilisés pour un investissement de plus d'1 million d'euros dans ces travaux de régénération. Sur les 3 700 km de voies, 30% sont appelés à être renouvelés. Changer ces aiguillages permettra d'améliorer la performance du réseau francilien, le confort des voyageurs, également de gagner en ponctualité. Et l'ubérisation gagne de plus en plus de secteurs. Le terme vient du nom de la fameuse société de transport Uber. Ces pratiques ont bouleversé l'économie traditionnelle. Les locations d'appartements et les véhicules privés, par exemple, inquiètent syndicats et professionnels. Ils se sont réunis jeudi dernier à l'Assemblée nationale à l'initiative de Jean-Frédéric Poisson, président du Parti démocrate chrétien et député des Yvelines, pour en débattre. Retour sur ces enjeux avec Fanny Bourdillon. Taxi contre VTC, hôtellerie contre Airbnb, l'ubérisation de l'économie est bel et bien en état de marche. Cette révolution économique voit des acteurs traditionnels se faire dépasser par des startups aux applications innovantes et soulève de nouveaux enjeux. À l'Assemblée nationale, syndicats, philosophes et professionnels se sont réunis pour un colloque parlementaire sur la fameuse ubérisation. Toutes les professions sont touchées, il n'y a pas que la mienne.
toutes les professions sont touchées et je pense qu'il doit y avoir un débat devant les Français pour expliquer les enjeux de la future construction de la société française, autant sociale qu'économique et autres. L'impact est plus large qu'il n'y paraît. Restaurants ou encore auto-écoles s'inquiètent aussi de se faire ubériser. Pour répondre à ces inquiétudes, le député yvelinois Jean-Frédéric Poisson a animé 3 tables rondes où les curieux se sont mêlés aux professionnels. Je vois que sa profession, et ce que j'entends ici, essaie de se protéger en disant il y a des règles. Oui, il faut des règles, il faut que tout le monde puisse respecter ces règles, mais aussi, est-ce que ces règles sont bonnes ? Il y a évidemment trop de réglementation, ce qui empêche les activités de se déployer dans tous les domaines. C'est vrai pour les familles, pour les collectivités territoriales, pour les entreprises, pour les associations, pour les commerces, pour tout le monde. Et d'un autre côté, il y a un minimum de règles à adopter sans lesquelles, encore une fois, la compétition n'est pas égale et il faut qu'elle le soit. Donc il faut les deux, assouplir les règles et en même temps faire en sorte que les règles, une fois assouplies, s'appliquent pour tous. L'ubérisation, un vrai défi pour les acteurs économiques traditionnels. Ces derniers cherchent avant tout à garder le contrôle de leurs activités. Emmanuel Macron devrait proposer un projet de loi dans les semaines à venir baptisé Noé pour nouvelles opportunités économiques. L'objectif, encadrer cette économie collaborative et accompagner les secteurs les plus en difficulté. Et santé, à présent, 3 mois après les attentats de Paris, la question du don du sang reste d'actualité. Pendant les périodes de congés comme les vacances actuellement, les réserves en produits sanguins subissent habituellement de fortes baisses. En plus des sites de collecte fixes, l'établissement français de don du sang compte sur la générosité des donneurs en organisant des collectes mobiles comme à Elancourt vendredi dernier. Regardez ce reportage signé William L. En forte hausse après les tragiques attentats du 13 novembre, une baisse du don du sang a été enregistrée 3 mois plus tard. À Elancourt, une collecte mobile organisée en partenariat avec la ville et l'établissement français du don du sang est aussi là pour rappeler l'importance de la mobilisation des donneurs tout au long de l'année. Une occasion pour rappeler à l'ensemble des Français, enfin des habitants de la France d'ailleurs, que le don du sang c'était indispensable et que ça devait être permanent. Il ne fallait pas attendre des circonstances aussi épouvantables pour donner son sang. Ça a été pas une publicité mais une bonne relance pour le fait que le don du sang était indispensable pour pouvoir soigner un certain nombre de pathologies et pas que des blessés. En plus des sites fixes ouverts dans le département, 3 collectes mobiles sont organisées chaque année à Elancourt, une façon d'attirer l'attention sur le besoin, mais aussi de permettre les dons aux habitants qui ne peuvent se déplacer. Si ça peut motiver certaines personnes qui ne le font pas à le faire, c'est très bien. Moi, après, dès que j'ai l'occasion, je donne. On était à donner son sang très rapidement après les attentats parce que c'est la seule réponse qu'on pouvait apporter un petit peu intelligente à ce genre de choses. Puis après, oui, on sait qu'il faut le faire tout le temps, régulièrement. Entre chaque don, un délai de 3 mois est nécessaire, d'où l'importance de renouveler les donneurs. L'objectif pour 2016, 52 000 poches de sang à prélever, un défi relevé en 2015 avec 55 000 poches récoltées dans le département. Et après le don du sang, nous allons parler à présent du don d'organes. Pour en parler avec nous ce soir en plateau, Yolande Bertrand-Laborde, présidente de France Adot 75. Bonsoir à vous et merci d'être venue sur notre plateau. Alors, France Adot, je rappelle, c'est l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Un rapport de l'Agence de la biomédecine a été présenté donc mardi dernier. Il dresse un constat, les greffes sont en augmentation et les demandes aussi. C'est la plus forte augmentation d'ailleurs en 10 ans. Le nombre de greffes d'organes a augmenté de 7% en 2015 par rapport à 2014 avec 5 746 greffes réalisées, dont 60% de greffes rénales. C'est un bilan plutôt positif, vous vous en félicitez. C'est un accroissement effectivement exceptionnel. On n'avait jamais précédemment eu des taux aussi élevés. Maintenant, malheureusement, l'écart se creuse entre les greffes et les personnes en attente. Il y a de plus en plus de personnes qui attendent un organe et il n'y a malheureusement pas suffisamment de greffons. Alors, ce classement, cette information place la France dans le peloton de tête des pays européens avec un an d'avance sur les objectifs fixés. Comment ça s'explique justement? Comment on vient à cette situation C'est-à-dire par rapport justement au fait qu'il y ait beaucoup de dons, qu'on soit en avant justement sur ces dons, mais qu'en même temps, on manque parfois d'honneurs, qu'il y ait de plus en plus de demandes. Ah oui, alors ça n'a pas de rapport. C'est juste une échelle comparative de pays à pays. Et l'Espagne est en tête depuis des années.
Et puis la Belgique se tient très très bien. Et puis il y a des pays où ça se passe moins bien. On ne va pas dénoncer parce que c'est pas très gentil. La France avait perdu du terrain. Et puis on est très content cette année d'avoir reconquis une place honorable. Voilà. Alors comment ça s'explique justement cette place honorable? Alors ça s'explique parce que il y a eu probablement de la part du corps médical un meilleur repérage des donneurs potentiels. Des techniques un petit peu plus au point pour effectivement prélever dans de bonnes conditions en ayant des hôpitaux qui sont en réseau et qui peuvent effectivement agir en groupe. Et puis, effectivement, il y a aussi de la part du public, quand même, petit à petit, une bien meilleure connaissance du sujet. Vous faites justement des campagnes de communication à ce propos? Oui, alors nous, on fait tout ce qu'on peut en tant qu'association. Évidemment, les associations n'ont pas des moyens extensibles. Nous avons quelques difficultés parfois, mais chaque fois qu'on nous demande effectivement d'intervenir dans des milieux où il y a le grand public, dans les établissements d'enseignement, dans les grandes entreprises, on y va, on se déplace, on explique, on tient des stands, on expose, on répond aux questions, on est toujours là. Alors dans le rapport justement, on parlait aussi de plus de dons de la part des seniors, peut-être des dons du vivant en fait, tout ce qui est donc rein, moelle, peut-être foie. C'est aussi quelque chose qui se développe en France? Alors le don du vivant était très marginalisé et effectivement, il semble que l'État veuille faire un effort vers ces techniques-là. Il semble qu'effectivement, on stimule un petit peu plus le don du vivant, on y a davantage recours, en particulier en rénal. Maintenant, le fait qu'il y ait davantage de seniors qui soient donneurs, c'est dû au fait que la médecine progresse tous les jours, on vit de mieux en mieux, de plus en plus vieux. Et les donneurs comme les receveurs avancent en âge. Et donc, oui, les donneurs avancent en âge, mais les receveurs aussi. On l'a vu dans le reportage précédemment par rapport au don du sang. Les attentats de Paris ont mobilisé les donneurs. Est-ce que vous aussi, il y a eu un impact? Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit « je vais prendre ma carte de donneur d'organes au cas où, s'il y a des événements comme cela qui se produisent ». Là, je suis très très réservée là-dessus parce que je pense que c'était tellement affreux, tellement violent, tellement incroyable. Je pense que les gens avaient d'autres préoccupations. C'est pas la première chose qui leur est venue à l'esprit en se disant « tiens, il y a eu un attentat, je vais donner mes organes ». Non, je ne crois pas. Nous n'avons pas, nous, noté d'inflexion significative dans les demandes de carte de donneur. Cela dit, avec le recul, plus sur le long terme, vous aurez peut-être raison. Cette année, donc l'année 2016, vous vous focalisez notamment sur la loi de santé, parce qu'il y a une nouveauté à partir du 1er janvier prochain. Donc seront tous potentiellement donneurs d'organes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on était déjà tous potentiellement donneurs d'organes. Ça ne change pas sur ce plan. C'est simplement dans les modalités de prélèvement et dans les modalités de relation avec les familles, avec les proches des donneurs potentiels, que les choses risquent d'évoluer. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux de la loi qui ne dit mot consent. Et la loi voudrait considérer que si la personne ne s'est pas enregistrée sur le registre du refus qui est détenu par l'Agence de la biomédecine, c'est que cette personne est prélevable. Et donc on n'en sera plus à un dialogue avec la famille pour estimer quelle serait l'opinion du défunt s'il ne s'était pas exprimé, mais pour effectivement leur dire, eh bien voilà, cette personne peut être donneur et nous avons l'intention de prélever tel organe, etc. Et donc, ils n'auront plus le loisir d'y réfléchir et de donner un avis ou d'estimer l'avis du donneur qui, bien sûr, est décédé et ne peut plus s'exprimer. Alors, c'est diversement ressenti. Les médecins, eux, pensent que c'est une atteinte à cet entourage du donneur, que c'est effectivement une violence qu'on leur fait, que c'est un traumatisme qu'ils vont porter toute leur vie, peut-être.
Et puis, il y a une question éthique en profondeur, ça n'est plus un don, ça devient prélèvement. Et c'est bien stipulé dans le corps de la loi, on ne parle plus de don, on parle de prélèvement. Et du point de vue de l'éthique, il y a une question fondamentale, c'est à qui appartient le corps ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'étatiser, de nationaliser un corps ? Donc ça, ce sera quelque chose qui sera réglé à partir du 1er janvier prochain. Si les décrets d'application sont votés. Voilà. Une dernière question avant de nous quitter. Je sais que vous recherchez des bénévoles, forcément, comme toutes les associations. Comment fait-on si on veut vous rejoindre ? Alors, effectivement, dans votre grand département des Yvelines, nous n'avons plus d'équipe parce que l'Île-de-France est une région où on déménage beaucoup, où il y a une grande mobilité. Et donc, effectivement, la dernière équipe s'est délitée parce que les gens ont bougé. Et donc, effectivement, nous aimerions bien retrouver une équipe de bénévoles qui gère cette association départementale. Alors, vous avez... Sur ce petit document, les infos sont défilées en bas de l'écran. Voilà. Donc si on souhaite rejoindre, vous avez toutes les informations. 78@orange.fr, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez proposer vos services. Et bien évidemment, nous assurons la formation des bénévoles. Merci beaucoup d'être venu sur nos plateaux et d'avoir répondu à nos questions. Voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter France Adot 75 ou 78. Et nous allons parler météo à présent, non pas de la pluie et du beau temps, mais du centre de Météo France d'Yvelines Val d'Oise. Il est situé dans la zone d'activité de Trapel-en-Cours et il fête cette année ses 120 ans. À l'origine site privé, il devient structure nationale en 1913 à la mort de son fondateur, Léon Tesserenc de Bord. Mélanie Poquet nous en dit plus, regardez. Midi 15, la sonde météo, comme 2 fois par jour, s'apprête à partir. Un lâcher pratiqué depuis maintenant 120 ans. 1896, le plateau de Trappes, proche de la gare, devient un laboratoire météorologie. Léon Tesserenc de Bord, chef de la météorologie générale du BCM, le bureau central de la météorologie, en est le fondateur. En 1892, Léon Tesserenc de Bord démissionne de ses fonctions officielles. Et à partir de là, il va décider de consacrer sa vie et sa fortune à ses recherches en météorologie dynamique. En 1895, il y a le Comité météorologique international qui décide de lancer une année internationale d'observation des nuages. Et c'est Léon Tesserenc de Bord qui se charge, lui, de créer à ses frais, toujours, une station française pour les mesures d'observation de ces nuages. L'étude du temps se fait à l'époque au sol, mais Léon Tesserenc de Bord comprend que c'est d'un point de vue vertical qu'il faut analyser. Il réalise des lâchers de cerfs-volants tractés par un treuil électrique puis des ballons. Avec son laboratoire, Léon Tesserenc de Bord crée de nouveaux systèmes de mesure. Tesserenc de Bord a construit les premiers météorographes, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des instruments qui mesurent à la fois la pression, la température et l'humidité. Un petit appareil qui était comme ça, qui pesait à peu près 500 grammes, qu'on mettait dans un petit panier et qui était emporté par un ballon qui était gonflé avec de l'hydrogène. Il y a un lâcher très vite, le 8 janvier 1899, qui atteint l'altitude de 12 km, mais c'est surtout ce premier ballon-sonde qui lui permet de mettre en évidence donc le phénomène de quasi-isothermie de couches d'air situées au-dessus d'une certaine altitude. Et c'est la découverte de ce que Léon Tesserenc lui-même appellera plus tard la stratosphère. Décédé en 1913, Léon Tesserenc de Bord laisse un héritage matériel mais aussi de référence. L'Atlas international des nuages en 1896 et les bases de la météorologie dynamique, rédigés tous deux avec Hugo Hildebrandsson, météorologue suédois. Le laboratoire est alors légué à un service d'État. Il est temps à présent de parler culture. Pour cela, nous retrouvons Séphora Namani. Bonsoir Séphora. Bonsoir Flora. Alors ce soir, vous allez nous présenter Raphaël Pichon, chef d'orchestre et chef de chœur de l'ensemble Pygmalion, également la programmation dans laquelle il s'inscrit pour les spectacles de Versailles. Oui, tout à fait. Alors Raphaël Pichon, d'origine versaillaise, est l'un des plus jeunes chefs d'orchestre français. Il a seulement 31 ans et c'est très rare de réussir à devenir chef d'orchestre avant 50 ans. Alors effectivement, il a quelques années d'avance. C'est un surdoué de la musique qui a déjà reçu un diapason
Toison d'Or en 2008, lauréat 2014 du prix pour le chant choral de la Fondation Bettencourt-Schuller, et c'est pas fini, il a même gagné une victoire de la musique en 2015. C'est ça, on a tout dit. Alors, il débute la musique au sein de la maîtrise des petits chanteurs de Versailles, puis poursuit au sein du Conservatoire régional de Versailles pour étudier le chant, le piano et le violon. Il part ensuite au Conservatoire national de Paris pour étudier la direction d'orchestre et il complète son cursus par de la musicologie à la Sorbonne. Très jeune, il a le rêve de créer son propre ensemble et en 2006, il forme l'ensemble Pygmalion avec 30 instrumentistes et tout autant de chœurs. Cet ensemble travaille principalement les répertoires baroques, classiques et romantiques avec des instruments d'époque et depuis des années, il travaille tout particulièrement les œuvres de Jean-Sébastien Bach et Jean-Philippe Rameau. Alors cet ensemble a déjà parcouru les plus grands opéras de France, l'opéra de Bordeaux, de Versailles, Rouen, à l'Opéra Comique et à la Philharmonie de Paris et participe également au prestigieux festival de musique à l'étranger. Il a également été invité pour la saison 2015-2016 par Laurent Brunner, directeur des spectacles du Château de Versailles. Oui, c'est ça, invité pour 3 temps forts pour cette saison. Alors le premier, c'était en novembre dernier pour les funérailles de Louis XIV données à la chapelle royale dans le cadre du tricentenaire de la mort de Louis XIV. Le deuxième temps fort vient d'avoir lieu, c'était ce week-end, vendredi et samedi 19 et 20 février à l'Opéra Royal pour une recréation sur scène d'Orfeo, l'opéra de Luigi Rossi comme il dirait, et c'est le premier opéra représenté en France, c'était en 1647. C'est la recréation sur scène du premier opéra français qui a été donné, alors non pas à Versailles puisque ce théâtre n'existait pas à cette époque-là, mais aux Tuileries, dans une salle d'opéra et de spectacle qui a aujourd'hui disparu. Nous étions en 1647, Louis XIII vient de mourir, Louis XIV est encore tout jeune, et Mazarin décide de faire venir en France cette nouveauté qui est l'opéra, qui vient d'Italie évidemment. Une œuvre qu'on a aujourd'hui oubliée, qui est restée comme un événement très important de l'histoire de la musique, mais qu'on a un peu oublié pour sa musique, et qui pourtant est un véritable chef-d'œuvre d'une puissance et d'une sensibilité absolument incroyable. Alors à l'époque, c'était vraiment la découverte pour le public français du drame chanté, des grands castras italiens, mais également des premières machineries qui permettaient les changements de décor et procuraient une illusion scénique inconnue jusqu'alors. C'est très beau. Et prochain moment fort pour cette saison au château de Versailles sera le 25 et le 26 mars à la chapelle royale pour la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Alors, date particulièrement importante déjà parce que la Passion selon saint Matthieu, c'est le sommet de l'œuvre de Bach avec un grand dramatisme pour ce compositeur qui n'a déjà jamais écrit d'opéra. Mais également, je vous le disais, parce que Bach a constitué pour l'ensemble Pygmalion un répertoire auquel ils sont particulièrement attachés. Il faut savoir qu'au début de l'ensemble, Raphaël Pichon formait le vœu pour les 10 ans d'interpréter justement la Passion selon saint Matthieu, donc un moment fort en perspective. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach. C'est aussi l'un des plus grandiloquents, l'un des plus ambitieux aussi en termes de taille, puisqu'il y a 2 orchestres, 2 chœurs qui dialoguent l'un avec l'autre et qui permettent d'avoir une grande vivacité dans la narration de cette histoire que tout le monde connaît, qui est celle de la Passion du Christ, et qui est une histoire aussi avant tout très humaine, qui exprime énormément de sentiments très contrastés, et une musique d'une puissance absolue. Ce sera donc une première pour Raphaël Pichon et son ensemble. Nous n'avions donc pas d'extrait à vous montrer, mais nous sommes quand même allés chercher un extrait de l'ensemble Pygmalion jouant du Bach rien que pour le plaisir.
Ce sera donc le 25 et 26 mars prochain à la chapelle royale du château de Versailles. Merci beaucoup à Sephora. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Mickaël Midoro pour le 7-8 Sport et tous les résultats sportifs du week-end. Quant à moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une excellente soirée.